Donc, Valérie, j'attends ton signal pour qu'on démarre les introductions. Est-ce que c'est bon? On peut y aller? D'accord, ben, bienvenue tout le monde. Merci d'être là sur l'heure du lunch pour la série de séminaires Réciprocité du réseau Récit, réseau de recherche sur les savoirs citoyens et les approches co-créatives, dont j'ai le bonheur de diriger et que Valérie a le bonheur de coordonner, y compris cette série. Donc, on en est à notre deuxième activité cette année et on a le plaisir d'accueillir, en fait, on avait annoncé deux collègues, mais en fait trois collègues du Centre de recherche de l'Institut universitaire gériatrique de Montréal, Adriana Lacerda, Patricia Belchior et Maria Lima, qui joint aussi à l'équipe comme nouvelle coordonnatrice du Living Lab dont on va entendre parler aujourd'hui. Vous le voyez dans le titre, on va entendre parler et apprendre sur le quartier innovation qui vise à favoriser l'inclusion sociale des personnes âgées du quartier Côte-des-Neiges. Donc, sans plus tarder, je vais introduire des conférencières d'aujourd'hui. On va avoir droit à une présentation de 30-40 minutes et on va avoir une belle plage d'une quinzaine de minutes pour discuter ensemble et annoncer le prochain séminaire aussi. Donc, on a Dr. Adriana Lacerda avec nous, qui est prof agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse directrice de laboratoire. Ah, Michel, je crois que tu pourrais fermer ton micro. J'essaye de fermer ça, là. C'est Euh, bon, ça hein? semble marcher. Je pense qu'il y avait deux micros, il a fait Ah en oui, fait. c'est sûr, j'avais deux micros, parce que des fois ça marche mal, puis j'avais mis le téléphone dans c'est correct, là. On y est. Super. Donc, Adriana, qui est aussi chercheuse directrice du labo au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le CRIU-GM, que je vais dire comme ça aujourd'hui, depuis déjà 2019. Et elle est co-titulaire de la chaire Caroline Durand en audition et vieillissement depuis déjà presque 5 ans, 2021. Ces recherches valorisent l'approche participative qui intègre les aînés dans les écosystèmes d'innovation afin de co-créer des solutions et encourager les interventions en audiologie qui améliorent leur vie et favorisent leur vieillissement en bonne santé. Donc, tout à fait à propos pour notre réseau. Son programme de recherche porte sur les interventions dans une vision globale et inclusive en matière de santé auditive du point de vue de la promotion de la santé pour le bien vieillir. Ce sont des projets qui sont intersectoriels, qui couvrent à la fois les aspects psychosociaux des problèmes auditifs et des interventions innovantes adaptées aux besoins des personnes âgées et de leur entourage. Effectivement, l'audition, c'est une façon d'interagir entre nous, d'avoir des relations qui est tellement importante. Donc, ce n'est pas juste un problème biomécanique ou physiologique, c'est aussi un enjeu, ou quand on a des enjeux d'audition, des enjeux qui changent les relations humaines. Donc, d'en parler à la première personne, je sais un peu comment ça demande des ajustements. Donc, il vise ces projets à renforcer les communautés, à promouvoir l'indépendance et la qualité tout au long de la vie, tout en favorisant l'accès équitable aux soins auditifs. Ces recherches mettent en lumière les impacts des problèmes auditifs sur la participation sociale, la stigmatisation, et oui, il y en a eu très longtemps, il y en a encore, la cognition et le bien-être des personnes âgées. Maintenant, Patricia Belchior est prof agrégée à l'École de physiothérapie d'ergothérapie de l'Université McGill, ainsi que directrice de laboratoire au CRIE-UGM. Elle est aussi responsable du thème de l'innovation sociale dans ce centre. Son programme de recherche vise à favoriser un vieillissement en santé dans la communauté, en mettant particulièrement l'accent sur les personnes âgées qui vivent avec des défis neurocognitifs et aussi, non seulement ces personnes, mais leurs familles. Elle s'intéresse au développement de programmes basés sur les occupations dans la communauté, à l'utilisation des technologies pour soutenir le vieillissement à domicile, ainsi qu'à l'impact de la stigmatisation liée à l'âge. Elle développe un intérêt croissant pour les approches participatives afin d'aligner davantage ses recherches sur les véritables priorités des communautés, tout en faisant la promotion du rôle de l'ergothérapie dans les stratégies communautaires. Elle est également co-chercheuse dans le cadre de projets interdisciplinaires d'envergure qui portent notamment sur des méthodologies comme les laboratoires vivants, intersectoriels et les technologies innovantes, comme je mentionnais, pour soutenir le vieillissement à domicile. Et elles sont jointes aujourd'hui
par une troisième personne, Maria Lima. Donc, Maria, j'ai pas de biographie pour toi comme tu te joins comme ça très spontanément au panel d'aujourd'hui. Donc, je vais te demander de t'introduire et de dire quelques mots sur ton background, tes activités et ce que tu fais maintenant, aussi en collaboration avec tes collègues. Ok, d'accord. Bonjour, je suis Bonjour. Maria Lima. J'ai un doctorat dans le domaine de gérontologie au Brasil. J'arrivei ici au Québec depois de 2022 pour faire mon démarche de pós-doctorat. Et j'ai fini mon pós-doctorat avec Nathalie Bier cette année, en 2025. Et maintenant, je continue mon travail dans la recherche avaliative, spécifiquement dans le cadre du laboratoire vivant. Et avec Adriana aussi, Patrícia, pour la fase do Laboratório Vivant do Côté des Neiges. Je travaille comme professionnel de recherche et gestionnaire de recherche do Living Lab aussi. Hein. C'est un plaisir Oui, merci, Maria. participer ici. Merci OK. d'être là. Ça va beaucoup ajouter que tu sois là aujourd'hui avec Patricia et Adriana. Donc, je vais vous laisser la parole et organiser le temps comme vous le souhaitez pour présenter le projet Quartier Innovation, puis on va revenir à la fin avec des questions et des échanges. Merci beaucoup. Tout d'abord, on voudrait remercier l'espace justement pour présenter un projet qui nous tient au cœur et qu'on travaille depuis 2018, 2019 ensemble. Donc, ça nous ferait plaisir de discuter avec vous. On a préparé une brève présentation juste pour vous donner un aperçu du projet, mais après, nous sommes ouverts à la discussion. Donc, si vous me permettez, je vais partager mon écran. Je pense que ça marche pour vous. Oui, ça marche bien, merci. Parfait, oui. É. Donc, voilà. Les buts de notre projet, de notre Living Lab, Quartier Innovant, Côte des Neiges, c'est vraiment favoriser l'inclusion sociale des personnes âgées dans les quartiers. Aujourd'hui, nous sommes la porte-parole du projet, mais Nathalie Bier, c'est la chercheuse principale et on a aussi Roxane Debrou qui travaille avec nous depuis les débuts du projet en tant que gestionnaire de recherche. Elle est aussi étudiante pós-doutorant en ergothérapie à l'UDM. Et au fil et à mesure, je vais vous présenter toute l'équipe qui font vraiment partir du quartier innovant. Mais d'où ce projet est parti, donc juste pour vous donner un contexte, on, le CRIUGM, il fait partie du quartier Côte-des-Neiges. Donc, on avait l'intention au début, était un groupe de chercheuses qui avait l'intention vraiment de faire un projet qui permettait de mettre en place un quartier mieux adapté aux personnes âgées, surtout aux besoins de ces personnes aînées, vivant dans une condition de santé peut-être et des conditions de vulnérabilité aussi du quartier Côte-des-Neiges. Donc, on a pensé tout d'abord travailler ensemble et faire la différence, sortir du centre de recherche et aller vers la communauté. Donc, on a pensé vraiment tout au début de mettre en place un quartier mieux adapté aux aînés vivant en conditions de santé, en travaillant en collaboration étroite avec les partenaires du quartier. La première chose qu'on a fait avant d'aller plus loin était vraiment identifier des acteurs clés du quartier pour sonder leur intérêt a mis sur pied um comitê consultatif e travailler dans un projet communautaire avec nous. Donc, la première chose qu'on a fait était inviter quelques organisations qui ont jugé vraiment clés
surtout les organisations do quartier Côte-des-Neiges, mais on a invité aussi d'autres organisations en région à l'échelle provinciale pour discuter justement la possibilité de faire un comité consultatif avec quelques objectifs. Donc, on visait, par exemple, créer des liens entre la communauté Côte-des-Neiges et les CRI-UGM, prendre en compte l'avis de ces acteurs sur la situation des aînés du quartier, parce qu'ils sont sur le terrain, ils connaissent très bien la communauté et ils sont des organismes communautaires qui vont donner des services aux personnes âgées do quartier. Donc, on a discuté la mise en place do projet Quartier Innovant à Côte-des-Neiges et vraiment, ils sont partants dès le début de notre appel de co-créer des innovations pour justement combler les besoins des personnes âgées dans les quartiers. Donc, pour répondre spécifiquement à la question, qu'est-ce qu'en pensait la communauté de Côte-des-Neiges? Donc, on présente ici quelques lignes de résultats, quelques résultats après la consultation des comités. Donc, la majorité, il y avait un grand enthousiasme et intérêt manifesté par plusieurs acteurs de s'impliquer de près ou de loin dans les projets Living Lab, de se centrer aussi sur un territoire plus petit qu'était le quartier, parce que avec ça, on pouvait travailler plus proche à la population, avec un petit territoire à l'échelle plus humaine du quartier. Avant, la plainte, la barrière était vraiment la distance. Les équipes de recherche arrivaient, par exemple, dans un organisme communautaire, faisaient les projets, il y avait une distanciation entre les partages de résultats, étaient en lien avec les besoins, mais n'était pas un travail ensemble. Donc, si la suggestion était centrée sur les territoires plus petits, avec une échelle plus humaine, plus collaborative de co-création. E vraiment basculer rapidement en mode création de solutions pour ouvrir une réponse concrète aux problèmes qui auront été soulevés justement dans l'analyse de besoins. Ajouter une dimension scientifique aux initiatives dans les quartiers, l'importance de la diffusion et partage de connaissances était un ajout au projet. Donc, les organismes pensaient que serait une bonne idée d'ajouter cette dimension scientifique dans ces façons d'agir favorisant bien sûr la participation sociale des aînés dans la communauté. Donc, d'autre côté, le côté plus scientifique, qu'est-ce que la littérature disait sur la participation sociale justement et aussi l'inclusion des personnes âgées dans les quartiers. On savait que la participation sociale, le maintien à domicile, la mobilité dans la communauté, les meilleurs accès à l'information étaient des enjeux prioritaires pour les personnes aînées. On savait aussi que l'isolement social était est un problème important de santé publique. Donc, on a une prévalence très élevée, des conséquences importantes sur la santé, surtout pour les personnes aînées et aussi les personnes en vulnérabilité, conditions plus vulnérables. On savait que la participation sociale était un déterminant clé pour un vieillissement en bonne santé et
et on connaissait déjà quelques facteurs limitants de la participation sociale, comme par exemple des problèmes de santé, des problèmes plus personnels et structurels, qui nous fait vraiment réfléchir comment adresser ces problèmes et rendre et briser l'isolement social des personnes aînées dans les quartiers Côte des Neiges. Donc, les premiers enjeux qu'on voudrait adresser étaient la cognition, la communication et la mobilité. Pour chaque volet du projet, on avait des chercheurs responsables euh, pour mener des projets en collaboration avec les organismes communautaires qui avaient vraiment des intérêts de travailler ensemble. On avait aussi des volets transversales, par exemple les parcours de vie et solitude, l'inclusion sociale et les impacts du statut socio-économique étaient des enjeux qu'on voudrait adresser dans ces projets. On avait plusieurs partenaires engagés, comme vous voyez. On avait toutes les équipes de recherche avec des expertises variées et de différents centres de recherche, mais aussi des universités partenaires. On avait tous les partenaires de la communauté Côte des Neiges, Société Alzheimer, SARPAD, Avantage, Centre des aînés Côte des Neiges, personnes aînées do quartier, aussi la Corporation de développement communautaire, la ville, la municipalité et la Maison de la Culture et la bibliothèque comme partenaires qui s'est montré volontaires à participer et à collaborer dans les projets. On a eu les organismes de subvention avec les fonds de recherche Santé Québec et des accompagnateurs stratégiques comme la Maison d'innovation sociale, les meilleurs mondes et l'espace-temps. Maintenant, pour présenter les objectifs du projet, je passe la parole à Patricia. Oui, donc bonjour. Donc, comme Adrienne a dit, l'objectif ultime du projet Quartier innovant est vraiment d'améliorer l'inclusion sociale et diminuer l'isolement social des personnes aînées dans les quartiers Côte des Neiges. On vise aussi créer une infrastructure sociale qui s'est composée de chercheurs, des personnes âgées et des membres de la communauté. Donc, quand on parle des infrastructures sociales, c'est vraiment cette idée d'espace ou des réseaux qui permet à de nombreux partenaires de se rencontrer, de connecter pour travailler ensemble de manière organisée pour atteindre un but à partager. Aussi, d'identifier les besoins scientifiques du milieu pour favoriser l'inclusion sociale des aînés des Côtes des Neiges et aussi développer, implanter, évaluer des initiatives pilotes dans les quartiers. Donc, ce projet, il a été débuté officiellement à l'été de 2019 lorsqu'on a reçu son financement. Donc, peut-être je pourrais venir, je pense qu'Adrienne a déjà touché ça, mais pourquoi on a choisi les quartiers Côte des Neiges? Bien, parce que c'est dans ce quartier que se trouvent les centres de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et aussi, considérant la nature du projet qui était envisagé, le fait de se trouver dans les quartiers dans lesquels les collaborations et les initiatives seraient créées et implantées, donc représentait vraiment un grand avantage pour nous. En plus, je pense qu'il y a une particularité du quartier Côte des Neiges, c'est que c'est un quartier multiculturel, donc qui permet d'intégrer plusieurs façons de voir le vieillissement. Donc, on parle un petit peu d'infrastructure sociale du quartier. Donc, pourquoi et comment créer cette infrastructure sociale? Donc, bon, pour structurer le travail entre les partenaires et créer un réseau, pour créer des relations à long terme,
c'est assurer des mécanismes de prise de décision participative, que c'est très important pour nous, et aussi de documenter les processus et les partages avec la communauté scientifique et la communauté du Living Lab. Et comment on fait ça? Donc, quand on a commencé 2018-2019, il n'y avait pas beaucoup de données probantes, claires dans ces domaines. Je pense que c'est, on peut, les cas, on commence à sortir ces données maintenant. Il y avait aussi une variété de contextes des Living Lab. Donc, c'était fait, les projets, c'était fait en différents contextes. Beaucoup de définitions et d'opérationnalisation aussi des Living Lab. Donc, on a vu la nécessité de mieux cadrer le déploiement des Living Lab pour favoriser la comparaison, évaluer les pratiques, parce que dans les Living Lab, on utilise différentes sortes d'évaluations et aussi déterminer leur valeur ajoutée. Notre définition du Living Lab, il vient de la European Network of Living Lab. Donc, pour nous, dans ce projet, le Living Lab, c'est un écosystème dans lequel de nombreux parties prenantes, incluant les usagers, travaillent ensemble à développer des innovations sociales à partir d'une approche de co-création et dans les milieux des vies réelles. C'est quelles les caractéristiques de notre Living Lab? Donc, c'est un écosystème, donc ce n'est pas une méthode, c'est plutôt une plateforme, une infrastructure de recherche. Il comprend plusieurs catégories de partenaires. Donc, on a les facilitateurs, qui c'est l'équipe de recherche, les utilisateurs, qui sont les organismes communautaires et municipaux, les usagers, qui sont les personnes âgées, et les fournisseurs, qui dans la première partie de notre projet, c'était la Maison d'innovation sociale et les studios Meilleur Monde. Donc, ce projet n'implique pas des lieux physiques, donc on n'a pas une salle ou vraiment un lieu physique pour faire des projets, mais c'est vraiment à une échelle territoriale, que c'est tous les quartiers à Côte-des-Neiges. C'est visé à long terme, donc il y a plusieurs phases dans ce projet. Il y a aussi multiméthode de recherche et d'appui conceptuel. Donc, dans The Living Lab, c'est plutôt un programme de recherche qu'on utilise différentes méthodes pour différents projets qu'il y a dans les Living Lab et aussi d'appui conceptuel. Il comprend plusieurs cellules projets qui visent à co-créer des services. Donc, c'est la cellule qu'Adrien a parlé, c'est des volets cognition, volets communication et volets mobilité. Donc, ici, on voit notre diagramme qui montre l'écosystème du Living Lab et son modèle de gouvernance. À l'intérieur du cercle en pointillé, on voit l'écosystème du quartier innovant, qui fait partie de l'écosystème plus large, c'est l'écosystème Côte-des-Neiges. Qu'il y a des institutions publiques, les organisations du quartier, organismes communautaires, entreprises, concertations et bien sûr les aînés, les proches, les citoyens. Donc, comme Adrien a parlé, on a travaillé beaucoup avec les bibliothèques, les maisons de la culture, les organismes de bénévolat du quartier. Donc, les Living Lab impliquent représentants de différentes catégories des parties prenantes. Et les parties prenantes, ils sont impliqués dans les différents comités du Living Lab. Donc, ici, on a les comités scientifiques, on a les comités d'orientation, on a aussi une équipe d'intermédiation qui soutient les opérations et la coordination intervolée des volets de communication, cognition et mobilité. Donc, dans chaque volet ou dans chaque cellule, on avait une équipe scientifique, on était appuyé pour les équipes intermédiation et on a travaillé avec les différents partenariats du comité du écosystème de Côte-des-Neiges.
Justement, pour parler en méthodologie, j'aimerais juste vous dire que la méthodologie qu'on a choisie pour notre Living Lab était des études de cas imbriquées, qui signifie qu'on peut travailler dans les petites unités, donc sous-unités. Et ici, c'est représenté pour chaque volet. Par exemple, dans la sous-unité 1, c'est le thème cognition. Ils avaient deux projets liés à la thématique du quartier Innov, à sa thématique du volet, à son thématique du volet. Et aussi, on avait les sous-unités 2 qui étaient liées les thèmes communication que je faisais partie. On avait aussi des projets ensemble avec nos partenaires. Et la même chose pour les volets mobilité. Donc, ces modèles, ces méthodologies des Living Labs, c'est vraiment la méthodologie qu'on peut utiliser des sous-unités ou des sous-cas pour permettre une analyse à multiniveau. On a utilisé aussi la méthodologie de projet de recherche action en design, que je vais aussi vous parler rapidement. Donc, qu'est-ce qui signifie? C'est la combinaison de recherche-action et des sciences du design. Donc, c'est l'implication des groupes concernés à toutes les étapes de démarche, comme les petites cellules que Patricia vient de vous montrer. Donc, il y avait des chercheurs, des organismes communautaires, des aînés, pour la démarche de co-création. Donc, l'approche, c'est vraiment centré sur le développement des innovations. Et on a parti toujours de la formulation du problème. Après, était le co-développement des innovations, donc la idéalisation des innovations, si on peut dire. Après, on a implémenté les prototypes et l'évaluation des projets pilotes. Finalement, la dernière partie, c'était vraiment la réflexion du processus et l'apprentissage, comment les prototypes ont été implémentés et quelles sont les améliorations après la première réflexion. Donc, on peut revenir toujours dans les étapes précédentes après la réflexion sur cet processus de co-création et l'apprentissage on a retenu. Après, on va parler un peu des analyses des besoins et la formulation des problèmes. Et je passe la parole encore à Patricia. Patricia, on ne vous entend pas. Désolée. OK. Merci. Pas de problème. Donc, on vous donne rapidement un aperçu des innovations qui sont terminées en voie de lettres. Donc, ici, on voit par exemple les volets cognition. Peut-être je suis les prochaines, Adriana. Les prochaines slides. Oui, c'est ça. Donc, on donne rapidement un aperçu des innovations qui sont terminées. On voit des lettres. Donc, ici, on voit les volets cognition, qu'il y avait comme partenaires la Bibliothèque Côte des Neiges, la Bibliothèque interculturelle et Maison de la Culture à Côte des Neiges. Donc, le but, c'est vraiment, en réfléchissant dans cette volet transversal inclusion sociale, c'est l'inclusion sociale des personnes âgées vivant avec des troubles neurocognitifs. Donc, les deux projets c'était fait, c'est une trousse d'outils de sensibilisation aux troubles cognitifs à l'intention des prestataires des services des bibliothèques et maisons de la culture. Et aussi, un autre projet, c'était un guide aide-mémoire pour soutenir le développement d'un programme d'activité cognitivement stimulant pour les années dans la bibliothèque et maison de la culture du quartier.
les deuxièmes cellules, c'était les volets communication qui avait comme partenaire les centres de bénévolat SARPAD. Donc, ils ont développé des trousses ou des cafés pour les personnes avec les enjeux de communication liés au vieillissement, qui c'est destiné au grand public. Et aussi, ils ont fait un guide d'organisation de ces cafés aussi dans la communauté. Si je peux ajouter rapidement, Oui. Patricia, les volets communication, les cafés, on a discuté vraiment les thématiques proposées pour les bénéficiaires et aussi les bénévoles do volet communication qui travaillaient dans l'équipe SARPAD. Donc, la thématique de chaque café SARPAD a été choisie par l'équipe SARPAD et après on a discuté la formule. Il y avait toujours une présentation avec la thématique liée à la communication. Donc on a parlé des troubles cognitifs, on a parlé des problèmes d'audition, on a parlé de comment les proches pouvaient aider une personne avec un problème de communication, par exemple. Donc, la formule était vraiment une conférencier invitée pour présenter les données probantes sur la thématique, mais aussi il y avait un père bénévole qui racontait leurs expériences. Et finalement, on a discuté ensemble et comment serait la solution pour bien interagir avec une personne malentendante ou une personne avec un trouble de communication. Donc, la formule était vraiment gagnante parce qu'on avait la partie recherche, mais aussi la partie euh, terrain. Donc, comment les bénévoles de l'organisme SARPAD a raconté de ses expériences et a contribué vraiment à la réflexion d'une problématique commune. Voilà, Patricia, je te Merci. donne la parole. Oui. Donc, le troisième volet, la troisième cellule, c'était les volets mobilité, qui avait comme partenaire les centres des années Côte des Neiges, les années résidents des Côte des Neiges et les centres de bénévolat Côte des Neiges. Ils ont développé 4 projets. Donc, c'était un programme de téléprévention des chutes destiné aux aînés vivant en HLM. Aussi, ils ont développé la foi de la mobilité pour favoriser les déplacements sécuritaires dans les quartiers. Le troisième projet, c'était un co-développement d'un service d'accompagnement pour soutenir l'engagement communautaire des aînés présentant des limitations dans leur mobilité. Et le quatrième projet, c'était des marches exploratoires dans les quartiers Côte des Neiges pour vraiment voir les facilitateurs et les obstacles à mobilité des aînés dans les quartiers. Donc, comme Adrienne a dit, les activités présentées pour chaque volet ont été développées à travers des ateliers de co-création qui comprenaient des séries d'ateliers d'idéation et de prototypage. Donc, ces activités visent, dans un premier temps, à générer des idées, des solutions et après les affiner pour rendre opérationnelles. Donc, on peut dire qu'il y a au moins très grands principes qui guident cet atelier de co-création. Donc, les usagers participent à problématisation, reproblématisation et la idéation. Donc, ce n'est pas juste un atelier pour informer, mais aussi pour sensibiliser, consulter. Aussi favoriser la divergence et l'exploration. Donc, surtout au début, on veut des idées folles et non pas des choses qu'on connaît déjà et sur lesquelles tout le monde est d'accord, parce qu'on pense que c'est comme dans des idées folles qui s'y trouve l'innovation. Et le troisième, c'est intégrer les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels. Donc, c'est vraiment favoriser une vision partagée, mettre en place une collaboration radicale dans un groupe hétérogène
amener des gens qui habituellement ne travaillent pas ensemble à co-créer de nouvelles connaissances. Donc, c'est comme ça que les prototypes et les projets s'étaient développés. Je passe la parole à Maria maintenant. Merci. Concernant les retombons attendus pour la phase 1, on a les retombons pour les quartiers côté des neiges, qui sont, on espère, de développement d'initiatives pertinentes avec accessibilité et pérenne et les approches concertées du bien-être des années. Et on a aussi les retombées attendues pour la science, que c'est le développement de nouvelles connaissances sur l'inclusion sociale des personnes aînées, que sont les facteurs qui font impliquer dans ce processus aussi, avec les interventions développées pour chaque volet que Patricia a présenté maintenant. Un développement d'innovation sociale inédite et une nouvelle connaissance sur le processus de développement d'innovation avec la communauté sur la thématique d'innovation sociale aussi, et faire une grande documentation pour les processus et comment faire l'implémentation de cette méthode spécifiquement de l'approche du laboratoire vivant. Concernant les retombées pour la phase 1, on a presque fait une étude de cas pour les quartiers innovants et on fait les interviews avec tous les partenaires, comme les citoyens, les organismes communautaires, la question de la chercheurs aussi, et les fournisseurs de services. Et on a conduit beaucoup d'interviews et la demande de questions que sont les expériences de participation dans les laboratoires vivants du quartier innovant. Et on a retenu beaucoup des éléments pendant le processus de participation. On a des éléments favorables que ele dit qu'on a une structure, une approche collaborative avec les laboratoires vivants. Il y a aussi un événement inclusif et favorable ao engagement de tous les parties prenantes. Et il y a aussi les ressources matérielles, financières et humaines qui permettent aussi une mise en œuvre efficace pour toutes les activités de volet, tanto la question méso, micro et macro aussi du laboratoire. La question de barrières et défis et les enjeux qu'il y a dans cette participation, on a tenu la défi organisationnel et de communication, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, il y a une mise commune des channels de communication, mais c'est difficile aussi, les engagements aussi, et les règlements du personnel, tant pour les partenaires comme pour la demande des scientifiques aussi, les changements d'étudiants, des matrices, des doctorats aussi. Il y a aussi dans les partenaires la question des distances de personnel dans la bibliothèque, comme ça, o changement de personnel. Donc, há cette difficulté de communication et d'accompagnement de suivi. Et l'amélioration souhaitée pour cette partenaire, c'est une série d'ateliers, de réunions supplémentaires pour aider à améliorer l'activité du Living Lab. La présence d'une personne dédiée et soutien des approches participatives, ouvertes et flexibles, toujours dans le processus, travailler pas en silo, mais dans un processus collaboratif ensemble. Et que c'est cet effet que cette leçon apprise qu'on va début la phase d'idéation de la phase 2 do Living Lab. Pour le retombou, pour la phase 1, on a beaucoup de retombées comme l'apprentissage pour tous les partenaires, la reconnaissance des spécificités des besoins des personnes aînées et comment mieux soutenir les personnes âgées dans les quartiers, les valeurs ajoutées dans la recherche, spécifiquement pour la recherche participative et communautaire, la création de nouvelles connaissances et une relation de confiance entre partenaires, principalement avec les organismes communautaires et avec les centres de recherche, um desenvolvimento de um environnement inclusivo e aussi la lutte contre l'agisme et la promotion de participação sociale de personnes aînées dans les quartiers. Maintenant, on a début la phase d'aviation de la phase 2 du quartier. On a fait les rencontres avec le comité de rotation, les rencontres avec le comité scientifique. Et spécifiquement, maintenant, on va faire l'identification des besoins, des défis et des opportunités de mieux soutenir des années du quartier de neige pour les phases 2. On va réfléchir beaucoup avec quelles sont les activités que j'ai déjà faites dans les phases 1
quelles sont les propositions pour la pérennité ou développer de nouvelles solutions. On va faire la proposition de discussion de différents projets, c'est la mise en œuvre de maintenant. E avec ça, on va choisir de forma coletiva uma priorité finale pour refléter ensemble la perspective da communauté, des organismes et du milieu de recherche aussi, pour la phase 2. Et la question est que c'est toujours dans notre réflexion, c'est comment assurer la pérennité du laboratoire vivant, comment assurer la pérennité des activités déjà développées et assurer aussi cette chimie du laboratoire vivant dans les quartiers et comment poursuivre la collaboration avec la recherche et les organismes communautaires, comment faire ce développement de nouveaux projets très impliquants avec la communauté e refletir aussi l'impact pour uma échelle territoriale como modelo do quartier Novan pour outros quartiers dans les communautés de Montréal. Merci. Merci, Maria. Donc, nous sommes ouverts à questions, à discussions. Je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Merci beaucoup, Adriana, Patricia, Maria, pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont à pied d'œuvre pour développer des laboratoires vivants. Donc, je pense que le fait que vous avez quand même passé pas mal de temps à expliquer la méthodologie derrière votre projet va être instructif pour plusieurs personnes aujourd'hui. Et j'imagine aussi source de questions, de commentaires, de réactions. Donc, on a quand même une plage de temps ici aujourd'hui pour accueillir les questions des participants. Si vous avez des questions, des commentaires. Merci, Eric. Sur la méthodologie, on vient de publier un article justement pour expliquer la méthodologie qu'on a utilisée. Je pense que on a mis dans un des diapos, mais je peux vous partager l'article. Ça nous ferait plaisir si vous avez besoin. Oui. Je pense que l'article a été partagé dans notre bulletin de nouvelles. J'ai peut-être pas une bonne mémoire excellente. Ouais, D'aller mais je vais essayer de le retrouver là, puis je vais le mettre dans le chat. Oui, oui, sur le protocole de développement avec J'essaie d'avoir l'intelligence. accès pour le Super. partager à des gens qui n'ont peut-être pas accès. Mais c'est vraiment une grande aprendizagem pour tout le monde. Nous, en tant que chercheurs, on a appris des leçons fondamentales justement pour approcher avec une approche plus collaborative de co-création, parce qu'au début, on n'avait pas vraiment toutes les informations et les compétences pour faire un Living Lab. Donc, nous sommes allés chercher des contenus et des formations justement pour bien préparer notre projet. Et je pense que la même chose de la part des organismes, on a été un apprentissage mutuel. Génial. Oui, je pense juste pour compléter, je pense qu'une des grandes retombées qu'on a, les chercheurs, les partenaires, les années, c'est vraiment cet apprentissage parce que aussi, on a reçu la subvention, je pense, quelques mois avant les COVID. Donc, une grande partie du projet s'était fait pendant la COVID, on besoin, ils ont tout adapté. Donc, c'était vraiment un grand défi. On sent plus outillé maintenant pour la continuation, pour la deuxième phase du projet. Super. Je vais juste mentionner que le lien pour l'article a été publié et partagé par Maria dans le chat si ça vous intéresse. Et on a une question de Susan Usher. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'est un beau projet que vous faites. Je suis du commissaire à la santé et au bien-être et j'ai eu le plaisir, je vois Audrey L'Espérance, elle est là avec vous à l'école d'automne sur la coproduction la semaine dernière qu'a tenu l'ENAP. En tout cas, j'ai une question. Alors, on se préoccupe de la pérennité de ces projets-là parce que les Living Labs, on les adore. Il y en a plusieurs au Québec en ce moment qui sont vraiment de beaux projets.
Je me demande si vous voyez, parce que les bibliothèques, les organismes communautaires, tous les partenaires avec qui vous faites affaire, ils ont des moyens de prendre des décisions sur leur programmation. Pensez-vous ou voyez-vous un impact sur eux après avoir participé avec vous dans ce moyen de co-création? Est-ce que vous voyez un impact sur leurs propres moyens qui seraient pérennes dans la co-création de leur propre programmation? Et peut-être dans la création de partenariats à l'intérieur de la communauté pour entreprendre des programmes communs. Très belle question. Et je pourrais vous raconter notre expérience avec Sarpad. Après, peut-être Patricia, oui, tu peux compléter ton expérience. Maria aussi, mais Sarpad, c'est un organisme communautaire qui favorise l'interaction et l'intégration des personnes âgées au quartier. Il offre plusieurs services aux personnes aînées, comme par exemple appel amical, visite à domicile, aussi des transports pour aller au médecin ou faire l'épicerie. On a observé vraiment la progression concernant la co-création des produits à l'intérieur de l'organisation, donc nouveaux produits selon les besoins vraiment de usagers. Après, ils ont venu nous chercher justement pour déposer une demande de subvention, pour continuer les cafés Sarpad et co-créer peut-être d'autres innovations ensemble. Donc, c'est bien à voir aussi qu'ils sont outillés pour continuer toute seule sans l'appui de l'équipe de recherche. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous voir cette progression. Oui, je peux ajouter aussi avec les volets cognition qu'on a travaillé avec les bibliothèques Côte des Neiges, Interculturelle, une maison de la culture. En effet, on est en train de terminer aussi les projets. Et ça, c'est une réflexion qu'on continue. Je pense que c'est les grandes questions des Living Labs, c'est la pérennisation, qu'est-ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait comme des co-développements? L'idée, c'est vraiment d'intégrer ce projet dans des activités qui existent déjà dans la bibliothèque Maison de la Culture. Mais c'est des réflexions donc c'est vraiment pour les outiller à continuer à utiliser qu'est-ce qui s'était fait dans les projets. Mais on est aussi, c'est des partenariats qui continuent avec nous pour la phase 2. Et vraiment, je pense que pour les premières années, pour la phase 2, c'est ça qu'on a dit. On va vraiment réfléchir pour finaliser ce projet et vraiment réfléchir pour la pérennisation. Comment est-ce que concrètement on peut continuer? Et quand on a fait notre groupe avec les partenaires aussi, c'était aussi pour les phases 2, c'était une chose qui sortit. Tout le monde voudrait vraiment continuer avec ces projets. Je pense qu'il y a des projets qui ont besoin peut-être plus de financement que l'autre projet. Donc, il y a des différences des projets aussi. Il y a des projets que c'est plus facilement intégré dans des activités qui existent déjà et peut-être des autres projets qui ont besoin plus de financement. Mais j'espère que la prochaine fois, on va avoir aussi plus d'exemples pour la pérennisation des activités. Mais c'est vraiment dans notre objectif aussi. Génial. Donc, on peut peut-être en dégager que la question de la pérennité se pose à deux niveaux pour les Living Labs. Il y a la structure du Living Lab en tant que telle, qui est comme toute l'équipe, tous les partenaires que vous avez mobilisés, qui sont là. Une fois qu'on a réalisé des projets ensemble, qu'est-ce qui arrive de toutes ces belles collaborations? Et ensuite, il y a aussi la pérennité de ce que le Living Lab a produit. Toutes sortes d'innovations, comme vous dites, qui sont dans les milieux. Ultimement et idéalement, on souhaite que les milieux soient preneurs et utilisent les ressources, mais ça ne se fait pas nécessairement toujours tout seul. Oui. Et donc, on a aussi besoin de ressources. Ça se joue
aux deux niveaux comme on peut le dégager. Et peut-être Oui, que Maria, oui, est-ce que vous voulez oui. réagir, Patricia? Peut-être si je peux juste ajouter Oui. aussi, parce que je pense que c'est très important, et je pense que c'est aussi un des facteurs qui nous fait à travailler avec Côte des Neiges, parce que c'est vraiment proche du CRIOJM. C'est vraiment de développer des mécanismes aussi qui, ça pourrait être peut-être plus intégré après qu'on n'a pas les budgets de Living Lab, on va continuer à créer des mécanismes pour continuer les projets après. Ouais. Oui, c'est intéressant l'aspect proximité aussi des milieux. Le Mhm. Living Oui. Lab, peut-être on pourrait y revenir à ça. Maria, est-ce que vous vouliez intervenir? Vous aviez la main levée. Ah, oui, c'est seulement pour ajouter l'idée avec Patricia, qu'elle a pergunté aussi avec, c'est important le financement, la question de développement du projet, mais aussi la question d'engagement, c'est très importante. Et pour la phase 2, dans le comité d'orientation, quand on a fait les rappels pour devenir membre du comité d'orientation, on a comme une région entre 23 personnes pour discuter la phase 2 do Living Lab. Donc, je pense que esse engagement c'est très fort dans les quartiers. Il y a beaucoup de personnes qui c'est très... Il y a une implication active de médiatrice culturelle aussi. Cette relation de proximité que Patricia parlait, c'est très importante aussi pour le développement des activités. Il y a des personnes beaucoup engagées pour réfléchir ensemble pour la continuation des projets, des idées. On a maintenant Marie-Jade Gagnon qui a la main levée. Marie-Jade? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis organisatrice communautaire pour le CIUS du côté de Québec. Puis, je me demandais, tu sais, vous avez parlé beaucoup des collaborateurs, des autres centres de recherche, des organismes communautaires. Je me demandais si le CIUS avait été impliqué d'une certaine manière là, dans le développement du projet. Si oui, à quel niveau? Puis, donc, ça, c'est une question rôle là, du CIUS ou pas. Puis, question aussi pour le rôle des concertations locales. Donc, je l'ai vu dans votre le grand écosystème, mais de quelle manière est-ce qu'ils ont été impliqués là, peut-être pour soit identifier les organismes ou parler des enjeux. Voilà, merci. Peut-être une brève réponse ou des commentaires. On aurait peut-être une autre dernière question après. OK. Merci pour la question. Dans la phase 1, les CIUS n'étaient pas vraiment très impliqués dans ces projets parce qu'on voudrait vraiment aller vers la participation sociale, à travailler avec les organismes communautaires. Mais pour la phase 2, c'est une des choses qui ont ressorti justement dans les rencontres avec les organismes. Je pense qu'il y a 3 semaines, on a rencontré l'organisme et était un des points à mentionner comme peut-être un collaborateur pour la phase 2, dependamment do projet. E só pour ajouter la question de la concertation, Roxane, que c'est l'étudiante de doctorat et la coordinatrice de la phase 1, qui travaille ensemble maintenant avec la phase 2, participe dans l'étape de concertation des années do quartier Côte des Neiges pour la reconnaissance aussi des autres organismes des partenaires. Et il y a un prochain rencontre la semaine prochaine et je vais aller avec Roxane aussi pour faire cette reconnaissance dans les d'ação de concertação. Mhm. La table de concertation des aînés était Oui. depuis le début avec nous. Et j'ai invité Michel Stanton-Jean, qui est membre de notre comité aviseur pour le récit, à intervenir. Michel? Ah, on t'entend pas, Michel? Ton micro n'est pas activé. Non, on t'entend pas. Oui, c'est Ah oui. correct. Le micro était fermé. Moi, j'avais 3 remarques. Là, peut-être qu'on n'a pas le temps de répondre, mais la question, en fait, la pérennisation, tout ça et le lien entre tous ces organismes. La pérennisation, super important, hein, puisque je travaille aussi. Et l'idée de la personne dédiée. Ça, je trouve que c'est important. Parce que c'est vrai que le roulement de personnel est assez impressionnant. Et puis, je me demandais si vous aviez des liens avec la gériatrie sociale ou gérontologie sociale. J'avais ces 3 éléments-là. Je passe la parole à Maria parce que justement, on vient de discuter ces questions.
Pour la phase 2, la personne dédiée, comme la professionnelle, j'ai début cette rôle como aider e soutient les laboratoires vivants, como les contextes macro aussi, et aider aussi et soutient les recherches pour les contextes micro, pour le développement d'activités, et soutien avec la communication aussi. Pour la question da geriatrie sociale, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dans les organismes de geriatrie sociale. Quando a Adriana apresentou a démarche de trabalho, on a um contexto transversal que il y a trois chercheurs qui a cette vision sociale très transversale, comme la question financière, la question de la vulnérabilité aussi. Donc, on a cet emploi dans la vision transversale da gérontologie aussi. Est-ce que Donc, j'ai répondu à la question? Oui, oui, ça va. merci pour la question, merci pour la réponse et un grand merci à vous tous et toutes d'être ici aujourd'hui pour cette conférence. Merci à nos conférencières, Adriana, Patricia et Maria. Et Valérie va nous dire quelques mots sur les prochaines activités du réseau. Valérie? Je veux juste vous dire rapidement que le prochain séminaire, ça va se tenir le 21 novembre avec Maud de la Liberté et l'équipe de l'éthique à la participation citoyenne de la Commission en santé et bien-être. Donc, manquez pas ça. Puis, je vais à Halloween. Merci. Tout le monde, profitez bien de la soirée, amusez-vous. Puis on se voit justement un peu plus tard dans le mois prochain. Merci N'oubliez pas de beaucoup. changer d'heure en Merci cette d'avoir semaine. présenté. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'était Merci. vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup appris. Ouais, très utile pour Merci. les gens qui font des Living Labs aussi dans le Merci. réseau.